Nous étions aux toutes premières lueurs du jour. Le coq avait chanté, et la senteur de bois brûlé annonçait que déjà les femmes du village avaient entamé leur rituel quotidien. Partout, cette moiteur qui s'impose très tôt dans la journée, un peu comme si, en guise de prélude au roi soleil, la nature se dépêchait de chasser l'air frais de la nuit. Mélanger cette légère sensation de lourdeur aux cris des oiseaux gendarmes, à ceux des quelques grillons qui tardent à se la fermer, au silence lointain de la forêt mi-dense, et vous obtenez l'atmosphère typique d'un village africain, très tôt le matin. Quelle heure était-il? 5 heures? 6 heures peut-être? Jeannot ne le savait pas. Et comment aurait-il pu? Depuis 3 jours, lui et ses malheureux compagnons étaient là, enfermés dans cette cellule de fortune, sans fenêtre. En fait, une case du village réquisitionnée au nom du combat pour la liberté et l'équité. Il constituait un butin de guerre que les rebelles gardaient précieusement. Jeannot ne comprenait toujours pas pourquoi lui se retrouvait dans cette situation. Il n'a tiré la moindre balle contre qui que ce soit, et de toute sa vie n'a milité dans aucun parti politique. Alors pourquoi lui? Pourquoi? Cette question, il se la répétait intérieurement. Il n'osait même plus la poser à ses geôliers. Après avoir reçu un coup de crosse pour chaque impertinence de ce genre, il avait fini par comprendre que le silence était son meilleur ami. Ses compagnons n'étaient pas mieux nantis. Le sous-préfet gisait pas loin, le visage tuméfié, inconscient, le quart du dos lacéré par une balle semi-assassine. En tant que représentant officiel du gouvernement central, il constituait une des plus grosses prises du camp. Ce statut lui valut d'ailleurs les rudesses les plus cruelles. Les 3 autres prisonniers, gendarmes de profession, représentaient tout ce qu'il restait de la compagnie SBG 2001. Leur camp militaire n'avait résisté que 30 minutes aux roquettes dernier cri de la rébellion. La soixantaine de militaires qui y habitaient avaient soit pris la fuite, soit été exterminés en captivité. Jeannot, quant à lui, civil sans aucune valeur politique, a eu le malheur de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Le jour où la rébellion prit forme, il était en visite chez le sous-préfet, avec lequel il devait discuter de diverses questions administratives. Comptable de son état, il aidait à la gestion du campus universitaire de Kebouna, ville de taille moyenne où les combats firent rage pendant plusieurs jours. Ce jour-là, Jeannot devait convoyer au bureau central une liste d'étudiants susceptibles de recevoir une bourse d'études gouvernementale. Cette liste était le point culminant d'un travail auquel Jeannot avait apporté toute son expertise. Il y avait certes des critères de sélection, des critères supposément conçus pour récompenser et les plus démunis et les plus méritants. Mais la réalité était tout autre. Jeannot recevait des pressions de partout. Ministre lui imposant une liste de protégés, mère de famille prétendant être la cousine du beau-frère, de l'ami, de l'oncle du directeur de cabinet du ministre de la Santé, et parfois de simples étudiants. Ces derniers, sans aucun appui particulier, ne pouvaient compter que sur leur performance académique et sur la probité de Jeannot, simple fonctionnaire au pied duquel ils allaient même jusqu'à s'agenouiller en pleurant. Jeannot était un gars honnête, caractéristique très rare dans cette administration pourrie. Cette qualité, les étudiants la lui rendaient par un certain respect. En l'absence de repères et de modèles véritables, il était la seule voix que ceux-ci daignaient écouter. Un an plus tôt, au plus fort du chaos qui s'empara des campus universitaires, les étudiants se découpaient à la machette pour le contrôle des différents mouvements syndicaux. C'est Jeannot qui réussit à calmer les esprits et à leur indiquer le chemin des classes. Cette agitation au milieu estudiantin s'était très vite retrouvée au centre d'une mêlée orchestrée par des partis politiques sans vergogne. Quand la rébellion éclata, c'est tout naturellement que les campus devinrent le champ de recrutement privilégié des forces combattantes. Des milliers d'étudiants, nordistes pour la plupart, embrassèrent les idéaux et les méthodes de la rébellion. À 20 ans, sans emploi et sans espoir de se bâtir un avenir clair et précis,
On ne peut être que séduit par le discours de cette rébellion. Une version africanisée de rhétorique nationaliste à la Che Guevara. Ajoutez à cela une démonstration de force militaire sans bavure, le ressentiment né de la barbarie du camp d'en face, le tout épicé d'un peu de mysticisme africain, et vous obtenez la formule gagnante qui transforme bon nombre de futurs ingénieurs en futurs ex-rebelles. Ces étudiants, intelligents mais pauvres, Jeannot les connaissait et il savait la valeur qu'il représentait pour son pays. Pour lui, c'était là le meilleur investissement que le pays pouvait et devait se permettre. Dans les interminables réunions qu'il tenait avec le sous-préfet, il était la seule voix capable de les défendre face aux rapaces qui s'accaparaient les quelques rares bourses gouvernementales. C'est donc lors d'une de ces réunions que, malchance oblige, Jeannot et le sous-préfet se retrouvèrent dans la même galère. Les assaillants sont allés droit au but. On est venu chercher le sous-préfet. La secrétaire n'eut même pas le temps de répondre qu'une gifle ultra rapide lui fit comprendre que les visiteurs ne badinaient pas. Un coup de pied défonça presque instantanément la porte de la salle de réunion. Ahuri, le sous-préfet qui n'avait pas encore eu vent de ce début de rébellion, devina très vite ce qui se passait. Sa saharienne kaki ainsi que ses galons défraîchis l'identifiaient clairement. Jeannot, par contre, était un parfait inconnu pour les bidas en mission commandée. Dans cette grammaire approximative qui caractérise le langage de rue africain, celui qui semblait être le chef demanda. « Tu t'appelles comment ?»« Voici Jeannot. »« Ah bon, tu es un sudiste. C'est vous qui tuez nos frères nordistes, hein? Allez, embarque. » La dizaine de mètres qui séparaient l'édifice du cargo militaire qui les attendait fut un vrai parcours du combattant. Coups de crosse, injures, bastonnades, intimidations, tout y passa, jusqu'à ce que finalement quelqu'un intima l'ordre de laisser les prisonniers tranquilles. D'un camp de fortune à l'autre, les deux acolytes furent finalement conduits à Sunkaloko, petit campement de planteurs n'existant sur aucune carte, la cache parfaite. Ce n'est qu'après 2 jours de captivité qu'ils furent rejoints par les 3 gendarmes. Ces derniers étaient mal en point, très mal en point. L'adjudant Animel avait les jambes cassées. Son second, qui répondait du nom de Marcel, l'aidait tant bien que mal à se déplacer malgré l'éclat d'obus qui lui était resté planté dans la cuisse droite. Le troisième, le sergent Ibrahim Bakayoko, avait le malheur d'être originaire du nord du pays. Les geôliers lui réservèrent un traitement spécial pour cause de trahison envers sa propre ethnie. Il ne se passait pas un jour sans qu'on ne le fît ramper sur des barbelés ou manger ses excréments. Les moins gradés appréciaient particulièrement de le déshabiller au milieu du camp en pleine canicule. Coupé du reste du monde, Jeannot se demandait pourquoi il était toujours en vie. Il ne savait pas trop s'il devait se réjouir ou s'inquiéter de la présence du sous-préfet à ses côtés. Certes, le représentant local du gouvernement central pouvait servir de monnaie d'échange, mais aussi il attirait comme des mouches tous les tortionnaires voulant se défouler sur ce symbole de l'ennemi. La veille, alors que le sous-préfet avait eu la permission d'aller pisser dans les broussailles en arrière de la cellule, un idiot d'amateur de rebelles crut à une tentative d'évasion. De la rafale de Kalachnikov qu'il laissa échapper, une seule balle atteignit le sous-préfet. Le pauvre fut projeté à terre, le dos lacéré de part et d'autre par le projectile qui, par miracle, n'arracha qu'un demi-kilo de muscle dorsal. Depuis, la plaie béante n'a cessé de s'infecter, et lentement, une goutte à la fois, le sous-préfet se rapproche de ses ancêtres. Cet événement changea radicalement l'atmosphère du camp. Du statut de prisonnier de guerre, le sous-préfet devint un boulet, un gênant boulet dont il ne fallait ébruiter la présence, encore moins les conditions de détention. Jeannot, le civil insignifiant, se retrouvait dans l'inconfortable siège du témoin, témoin du crime, témoin de l'exécution lente d'un officiel. En cette matinée, Jeannot n'osait anticiper ce qu'il adviendrait de lui une fois que le sous-préfet se serait vidé de tout son sang. Dans tous les cas,
Tout effort de réflexion lui était de plus en plus pénible. Progressivement, une certaine folie s'emparait de lui. Cette folie qui envahit même les plus rationnels d'entre les hommes. Elle vous étreint quand vous vous savez coincé, perdu, entièrement à la merci d'autrui, sur le point de basculer dans l'au-delà. C'est donc en ce début de matinée, dans cette atmosphère des plus tendues, que Jeannot fut réveillé de ses pensées. Des bruits de bottes se faisaient entendre à l'entrée de la case. 2 bidas entrèrent et en l'espace de quelques secondes mirent fin au jour des 3 gendarmes. La rapidité des exécutions, la puissance des détonations, les étincelles qui illuminèrent brièvement l'intérieur de la case, tout cela se déroula tellement vite. Dans la pénombre de la cellule, Jeannot ne se rendit compte de ce qui venait de se passer que lorsqu'il sentit cette odeur de poudre et le cliquetis des douilles retombant au sol. Sur ce, son cœur passa à la vitesse supérieure. Il se mit à pleurer, à chialer, à implorer la clémence des professionnels qui tenaient sa vie entre leurs mains. Jeannot braillait comme un bébé et dans un réflexe bien humain, se cacha instinctivement la tête comme pour dévier toute balle venant dans sa direction. Ses cris s'entendaient en dehors de la case. Les bidas lui mirent une cagoule et le traînèrent à l'extérieur où un semblant de peloton d'exécution s'était constitué. Jeannot était alors perplexe. Il braillait certes encore, mais ne comprenait pourquoi il était encore en vie. Le chef de section se crut alors en droit de faire un petit speech avant de laisser le soin à ses hommes de zigouiller le dernier des prisonniers. Le sergent Barbu, tel était son nom de guerre, avait en effet la responsabilité de former ces quelques jeunes gens qui avaient instinctivement rejoint la rébellion dès les premières heures. Cette exécution, c'était la leçon du jour, un banal cours de rattrapage pour une demi-douzaine d'apprentis rebelles, futurs libérateurs de la nation et défenseurs des droits de l'homme. Au bout de leur fusil mitrailleur se tenait cet individu, cagoulé, dont ils ignoraient tout, Jeannot, qui n'avait rien fait pour mériter cela. Mais le savait-il? Avait-il même besoin de le savoir? Les ordres étant les ordres, il ne pouvait que supposer que l'individu à liquider était un ennemi, quelqu'un faisant partie de l'autre camp, le camp des mauvais, et c'était suffisant. Barbu s'assurait d'ailleurs que chacun de ses élèves exécutât sa mission sans aucune forme de sentimentalisme. « Nous sommes en guerre », répétait-il constamment, dans le but de s'exonérer lui-même et d'alléger le sentiment de culpabilité qui s'emparerait de ces jeunes gens qui commençaient à peine à côtoyer et à infliger la mort. Ce jour-là, question de corser un peu plus l'exercice, Barbu décida que ses élèves étaient enfin prêts à exécuter un ennemi en le regardant droit dans les yeux. De l'intérieur de sa cagoule, Jeannot entendit le sergent ordonner qu'on la lui retirât, ce qui fut fait sur le champ. Jeannot put enfin apprécier la scène dressée pour ces derniers instants. Immobilisé au milieu du campement, torse nu, à genoux et les mains liées dans le dos, il comprit alors ce qui l'attendait. Une exécution sommaire, sans jugement. Jeannot n'était vêtu que d'un caleçon, détrempé par la sueur qui lui perlait sur tout le corps, laissant entrevoir la frêle personne que nous sommes tous, une fois dépouillés de toutes les armes et attributs, réels ou imaginaires, que nous portons tout au long de notre existence. Chaque cellule de son corps tremblait, transpirait, giclant des flots de sueur, conséquence de l'état de panique extrême qu'il habitait. Car en face de lui se tenait une horde de rebelles, debout, fusil en joue. Lui était à genoux, position de laquelle il suppliait ses tortionnaires, recherchant chez ceux-ci une petite lueur d'humanité, pour ne pas finir dans la fosse commune. En arrière de lui, Barbu en rajoutait, le pistolet maladroitement tenu, mais tout de même bien calé sur sa nuque, l'index déjà installé sur la gâchette. Face à la cruauté de ces combattants de la liberté qui n'ont que faire de la Convention de Genève, Jeannot était dans un état très avancé de démolition psychologique. Il implora le pardon de chacun des membres du peloton d'exécution, l'un après l'autre, essayant tant bien que mal de les dévisager au travers des larmes qui lui embuaient la vue. Les pupilles blêmies par ses nombreux ratés cardiaques
Ses pleurs n'attendrissaient ni les quelques spectateurs en filigrane qui, impatients, attendaient le spectacle de sa mort, ni les membres du peloton. Ils étaient tous jeunes, très jeunes, et l'éducateur qui l'était croyait les attendrir avec des « mes petits, mes enfants, pitié ». Soudain, son regard s'arrêta sur l'un d'eux, au centre. Un court instant, il crut reconnaître « Amadou, Amadou, c'est toi ?» Barbu, surpris par ce subit changement de ton, dit « Quoi? Y'a quoi ?» Et Jeannot renchérit. « Amadou, toi aussi? Toi aussi tu vas me tuer ?» Au milieu du peloton se tenait le jeune Amadou, fils de Tchekoroba Adama et de Fatih, la vendeuse d'oranges. 3 mois plus tôt, le vieux Tchekoroba avait investi le bureau de Jeannot pour exiger que son fils, Amadou, obtint ce à quoi il avait droit, une bourse d'études gouvernementale. Le vieux couple vivait simplement et ne bénéficiait d'aucune connexion amicale ou familiale au gouvernement. Dans un pays sous-développé, endetté, où l'accès à l'éducation supérieure est encore un luxe, bien des parents d'élèves sont prêts à tout pour assurer à leurs enfants cette manne gouvernementale. Incapable d'alourdir le dossier de son fils par une recommandation spéciale d'un haut placé, le vieux Tchekoroba doutait qu'Amadou n'obtienne de quoi. Sans espoir, il s'était quand même déplacé jusqu'au bureau de Jeannot pour y déposer en personne les formulaires dûment remplis. Pendant 10 minutes, le vieux plaida pour sa brillante progéniture, un texte qu'il avait mémorisé et préparé depuis plusieurs jours. C'était un mélange de malinqué et du peu de français qu'il se remémorait avec difficulté, le tout entrecoupé de proverbes africains savamment sélectionnés. Jeannot l'écouta sans l'interrompre et conclut la visite par la formule d'usage. « Papa, dépose son dossier sur la pile ici. » Pendant les 2 mois qui suivirent, Fatih envoyait sa petite nièce porter des oranges au bureau de Jeannot tous les vendredis, dans l'espoir de l'amadouer. C'est ce Jeannot qui, un jour, convoqua le vieux couple, en compagnie de leur enfant. Il leur dit à peu près ceci. « Amadou est doué. Après sa terminale au lycée classique, il nous a été fortement recommandé. Durant les 2 années préparatoires qu'il vient de terminer, il a fait montre d'une intelligence exceptionnelle. Sa transition de la physique généraliste à la physique quantique enseignée en licence serait des plus aisées, j'en suis certain. Cependant, avec le talent qu'il a, je doute qu'il faille le contraindre dans une formation aussi généraliste que celle dispensée à l'université de Kebuna. J'ai pris le temps de discuter de son cas avec tous ses professeurs. Et d'un commun accord, nous pensons qu'Amadou devrait rejoindre une grande école européenne ou canadienne. Polytechnique serait un bon choix. Il aura tout le support financier requis, je vous l'assure. » Le vieux Tchekoroba, analphabète ne maîtrisant pas le français compliqué de Jeannot, ne savait pas très bien si l'on venait de lui annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. Amadou, par contre, mesurait parfaitement ce que Kwasi Jeannot, ce fonctionnaire qui ne faisait même pas partie de sa tribu, venait de lui offrir. Le monde. La vieille maman exclama bruyamment sa joie en courant ameuter le voisinage. Ce n'est qu'à ce moment-là que le vieux Tchekoroba, réservé et sobre de nature, exprima son émotion en expirant un verset coranique, à peine murmuré. « Cet homme est un saint », avait-il dit. Quand Jeannot eut fini de se remémorer ces instants, le peloton le tenait encore un jour. Tous, sauf un, Amadou, la bouche grande ouverte, tenaillé entre son allégeance au mouvement rebelle et son bon sens, qui s'entrechoquait dans son fort intérieur. Incapable de raisonner sainement et sans même y avoir pensé, chaque muscle de ses bras s'était lentement rétracté. Instinctivement, l'index avait fui la gâchette de l'arme qui, elle, pointait maintenant vers le sol. Son voisin, un autre étudiant qui répondait au nom d'Abdoulaye Koné, gardait son arme bien pointée vers Jeannot Kwasi, tout comme le reste du peloton d'ailleurs. Amadou fut bruyamment réveillé de sa torpeur par Barbu, qui, entre-temps, s'était rapproché.
Le sergent lui avait placé son flingue sur la tempe. La froideur du canon réveilla Amadou de cet horrible cauchemar, un cauchemar qu'il aurait aimé ne pas être en train de vivre. C'est alors que Barbu gueula à toute la compagnie. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous exécutez la mission. Puis, fixant Amadou au travers de ses verres fumés, il dit d'une voix basse, monocorde mais déterminée. Quant à toi, petit imbécile, si tu ne tires pas, je t'enterre avec ce connard. 1, 2, 3. En ce début de matinée, on n'entendit qu'une seule détonation, ou peut-être plusieurs à l'unisson. L'éclat sonore rebondit plusieurs fois sur les collines environnantes, se réverbérant jusqu'au fin fond de la forêt. Les feuilles des arbres en frémirent, des chimpanzés en échappèrent même un bref cri, presque humain. Les quelques oiseaux matinaux à peine sortis du nid s'en effrayèrent, s'élançant en formation dans les airs, au-dessus des lacs et rivières. Le roi Soleil fit son entrée.